Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James, je travaille dans le paranormal et vous êtes dans la partie 2 de ma vidéo sur Chicago et ses fantômes. Si vous avez loupé la partie 1, je vous la mets en lien. Cela étant dit, il n'y a pas vraiment de chronologie dans cette vidéo. Vous pouvez tout à fait regarder la partie 2 avant la partie 1. Au cas où, très rapidement, je rentre juste d'un voyage à Chicago aux États-Unis. Voyage pendant lequel j'ai eu l'opportunité de visiter des lieux hantés célèbres et de faire 2 ghost tours. Et j'ai bien sûr décidé de vous faire une vidéo pour vous raconter, mais surtout vous montrer tout ça. Avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous voulez m'aider. Et on y va. On va commencer notre voyage à Chicago aujourd'hui par un arrêt obligatoire si vous allez là-bas et que vous êtes fan de paranormal, la Hull House. C'est Jane Addams et sa compagne Ellen Gates Starr qui fondent en 1886 ce qu'elles appellent une communauté de femmes universitaires dont la Hull House est le siège. La Hull House tient son nom de Charles Hull qui la fit construire en 1856. L'idée des 2 femmes est d'offrir une éducation artistique et littéraire aux personnes démunies, souvent issues de la classe ouvrière ou des populations immigrées. Mais très vite et surtout face aux besoins de la communauté, la Hull House va devenir de plus en plus importante. Jane Addams et Ellen Gates Starr agrandissent le lieu avec de nouveaux bâtiments. La Hull House propose dorénavant une crèche pour garder les enfants, permettant ainsi aux mères de travailler, des cours d'éducation civique, un musée, des salles de conférence pour que les communautés se regroupent, ainsi que des soirées de soutien pour les mères célibataires. Ainsi, la Hull House, qui à l'origine n'est qu'un humble manoir, va devenir un énorme complexe de 13 bâtiments. Grâce au talent et à la dévotion des bénévoles travaillant sur place, que Jane Addams appelait des résidents, la Hull House devient le tremplin à de nombreuses réformes sociales. Entre autres, la création des Immigrants Protective League ou la Juvenile Protective Association. C'est grâce à leur travail que les lois de l'Illinois changent et deviennent de plus en plus soucieuses des droits des femmes et des enfants. Jane Addams devient ainsi une personne politique importante dans l'Illinois. Elle écrit plusieurs livres et tient des conférences pour défendre ses valeurs et les valeurs de la Hull House. Et elle a vraiment à cœur d'encourager les femmes, autant les femmes de la classe moyenne énergique et active, que les riches philanthropes, à exercer leur citoyenneté et à s'investir dans les affaires municipales. À une époque, la Hull House héberge plus de 25 femmes en plus de ses résidentes principales. Jane Addams se met ensuite en ménage avec une autre résidente du foyer, Mary Rosette Smith. Leur couple et leur vie commune ne prendra fin qu'en 1934 à la mort de Mary. Jane Addams, elle, s'éteint le 21 mai 1935. Alors la grande majorité des bâtiments de la Hull House a été démolie en 1963 afin de construire une université. Mais le manoir, qui a été la première résidence de Jane Addams et Ellen Gates Starr, a été classé monument historique et a été depuis transformé en musée. Et c'est bien sûr ce musée que j'ai eu l'occasion d'aller visiter. Les phénomènes étranges qui auraient lieu sur place sont bien connus de la communauté paranormale américaine. Il y a d'abord, et vous vous en doutez, la fameuse légende du Devil Baby. Alors, il existe beaucoup de versions de cette légende. Je choisis moi de vous donner celle qui m'a été donnée par la guide lors de ma visite et lorsque je l'ai interrogée à ce sujet. Une jeune femme italienne très pieuse était mariée à un homme athée. Un jour, l'homme se rend dans la chambre du bébé que le couple vient d'avoir, arrache du mur une image
pieuse que la mère avait accrochée et s'écrie « Je préférerais avoir un enfant qui ressemble au diable que d'avoir ces images chez moi ». Peu de temps après, le bébé du couple commença à montrer d'étranges transformations physiques, ses mains et ses pieds se mettant à ressembler à des sabots, des protubérances sur son crâne commençaient à pousser et à faire étrangement penser à des cornes. Apeurés, les parents abandonnent le bébé sur le perron de la Hull House. Le petit est recueilli et élevé par les résidentes du foyer, mais pour prévenir toute violence de la part des autres résidents qui pourraient être apeurés par son apparence, l'enfant est caché au grenier. Et il se ferait encore entendre de nos jours lorsque la nuit, des bruits de pas ressemblant à des sabots viendraient justement du dernier étage. Cette légende n'a aucune base historique. Jane Addams elle-même disait qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette croyance de la présence du Devil Baby dans sa maison, mais la légende est restée dans l'inconscient collectif et elle est maintenant fortement liée au manoir. Entre autres phénomènes paranormaux rapportés, la présence d'une dame blanche qui serait le fantôme d'une jeune femme abattue devant la Hull House par son ancien compagnon. Des bruits de course d'enfants seraient aussi parfois entendus par les guides travaillant à la Hull House, dans les escaliers mais aussi dehors, notamment autour de la plaque en béton qui marque l'emplacement de l'ancienne fontaine. Jane Addams écrit elle-même dans une lettre qu'elle a un jour surpris des résidentes de la maison un pichet d'eau sur les marches menant au grenier, car une croyance populaire à l'époque voulait que les fantômes ne pouvaient pas traverser l'eau. Je n'ai rien, moi, vécu de paranormal sur place, mais j'ai trouvé quand même quelque chose d'un petit peu étrange, surprenant sur mes fichiers en rentrant, donc je vous montre. Je suis en train de filmer les escaliers du manoir principal, et derrière moi, une voix grave, forte, chantonne. Il n'y avait, à ma connaissance, aucun homme dans la maison ce jour-là. Les guides, employés et visiteuses que j'ai pu croiser étaient, à part moi, toutes des femmes. Ce qui m'interpelle surtout, c'est que je ne réagis pas, moi, sur place. Je ne remarque pas spécialement ce chant qui est pourtant hyper fort et flagrant. Ça m'a fait vraiment tiquer en rentrant. Alors bien sûr, peut-être que quelqu'un qui a ce type de voix est entré sans que je m'en rende compte. C'est complètement possible, mais en tout cas, moi, ce jour-là, je n'ai croisé personne ayant ce type de voix. Et la dernière chose dont je veux vous parler concernant mon voyage à Chicago, et non pas un endroit en particulier, mais plutôt une expérience. Comme je vous le disais en introduction, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 ghost tours pendant mon voyage, un le second soir et un le dernier soir. J'avais booké les 2 tours avec la même société qui s'appelle Chicago Haunting Ghost Tour. Bien évidemment, tous les liens sont en description sous la vidéo. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir le même guide pour les 2 soirs. Je dis immense chance parce que notre guide était aussi et surtout enquêteur. Il travaille dans le paranormal depuis 20 ans, je crois, et a donc une connaissance hyper sérieuse du sujet. Parce que c'est vrai que parfois, quand on fait ce genre d'activité, on tombe facilement, par exemple, sur des étudiants ou des étudiantes qui font ça pour arrondir les fins de mois et qui misent à fond sur le sensationnalisme pour plaire aux touristes. Avec Tony, c'était pas ça du tout. Si vous entendez un moustique, je vous jure la vérité, j'ai tout fait pour le trouver, je le trouve pas. Michel, je peux travailler ou pas? Merci. Okay. Le premier ghost tour que nous avons pris s'est déroulé dans un quartier de Chicago qui s'appelle le Prairie District. C'est un quartier historique qui se trouve au sud de Chicago et qui a été un temps le quartier résidentiel des hommes politiques, des gens importants
et riches de Chicago pendant le 19e siècle. On y trouve par exemple la Clark House, qui est la plus ancienne maison de Chicago et qui a été construite en 1836. Donc vous l'avez compris, c'est un quartier qui est entièrement fait d'anciennes demeures et qui bien sûr regorge d'histoires de fantômes. Tony nous a emmené voir toutes les maisons importantes de l'avenue, nous racontant à chaque fois avec précision l'histoire, ce qui est très très important. Et il a ponctuellement ajouté à cette histoire quelques anecdotes sur des faits paranormaux qu'il a vécu lui-même ou qu'on lui a rapportés. Il nous a bien sûr... Tu joues avec mes nerfs, Michel? Ignorons-le. Il nous a bien sûr emmenés devant la fameuse Glessner House, qui est aussi une des maisons les plus anciennes du Prairie District, qui a, elle, été bâtie en 1887. C'est un architecte du nom de Henry Hobson Richardson qui dessine à cette époque les plans de la maison, mais malheureusement, il meurt avant que celle-ci ne soit finie. Il n'a donc jamais pu admirer son œuvre terminée. Pour lui rendre hommage, la famille Glessner entreposa un portrait de l'architecte dans l'escalier principal. Et pour symboliser le lien entre l'artiste et l'œuvre, le portrait n'est pas accroché mais vissé solidement au mur. Et c'est justement le fantôme de Richardson qui aurait été vu à de nombreuses reprises près de son tableau, sur les escaliers ou dans une des chambres. Les Glessner eux-mêmes disaient que il et elle pouvaient sentir la présence de l'architecte la nuit dans la maison. Tony nous a également expliqué qu'une silhouette noire pouvait parfois être observée à travers les fenêtres du bâtiment. Au moment même où il nous raconte ça, nous nous tenons dans la rue, face à la porte d'entrée de la maison. Et je vois, dans la partie vitrée de celle-ci, une silhouette, une ombre, traversée de droite à gauche. Je le signale, bien sûr, à Tony, mais je suis le seul à l'avoir vu de tout le groupe. Je suis allée voir, à travers la porte, si quelque chose avait pu tromper mon œil. Mais derrière la porte vitrée, je n'ai vu que l'escalier éclairé par une toute petite lumière. Et si je vous dis que je n'ai vu que l'escalier, c'est parce que je n'ai pas non plus vu de hall ou de porte à la droite de l'entrée. Ce qui indique que si j'ai vraiment vu une ombre, ça peut bien sûr être une erreur, mais si j'ai réellement vu une ombre, elle n'avait aucun endroit d'où venir, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mur sans ouverture à droite. Et je vous précise également que la maison est devenue un musée qui est fermé la nuit et il n'y a personne. J'en ai profité pour vous faire rapidement quelques photos des fenêtres. Je les ai bien observées, mais moi en tout cas je n'y vois rien d'anormal. Le tour a fini par une maison pour laquelle Tony n'avait pas de détails particuliers concernant l'histoire, mais plutôt des expériences personnelles. Il nous a raconté une histoire que je vais vous raconter maintenant. Ça fait donc, comme je vous disais, des années que Tony fait ces soirées, qu'il est guide pour ses ghost tours. Cette maison, il la connaît très bien. Elle est restée abandonnée pendant de très très longues années. Or, un soir, il y a peu, Tony amène des touristes pour la visite, comme d'habitude, et tout le monde voit dans le jardin un trou qui n'y était pas avant, un trou creusé. Lorsque Tony, après le tour, a questionné les voisins, parce que Tony à Chicago, il connaît tout le monde, hein, je vous le dis, les voisins lui ont expliqué que, effectivement, la maison avait été racheté il y a peu, je crois il y a un mois ou deux, que ce trou avait été creusé sans que personne ne le voie être creusé, mais que on n'avait jamais vu personne dans la maison. Et il y a autre chose d'étrange, c'est que le soir où nous y sommes allés, il y avait sur le perron de cette maison une immense boîte, comme une boîte Amazon, je pense que c'est une boîte Amazon, comme un colis qui aurait été livré. Et on voyait qu'il y avait quelque chose qui était bloqué dans la porte d'entrée. J'ai demandé à Tony si je pouvais m'approcher de la porte, il m'a autorisé à le faire. J'ai voulu prendre le carton en photo, la photo que j'ai prise est revenue complètement floue. Alors bien sûr, c'est pris la nuit avec un iPhone, c'est complètement possible que ce soit moi qui ai bougé pendant que j'ai pris cette photo. En tout cas, ça m'a surpris de voir qu'elle était floue. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que effectivement, en m'approchant, j'ai pu me rendre compte que ça ressemblait bien à un carton Amazon, mais il n'y avait pas d'adresse dessus, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'adresse. Alors, après le ghost tour, de retour à l'hôtel, je repensais à ma rencontre avec Tony et j'ai eu l'idée de lui proposer de l'interviewer avant notre second ghost tour
à la fin du séjour. Il a accepté que je lui pose quelques questions, je le remercie encore. Du coup, je vous montre tout ça. I've been giving guided ghost tours in the Chicago area for 13 years. Well, I've done many different tours. This one tonight here at Lincoln Park is totally different than what you did the other day. I've done some in the downtown part of the city. I've done in certain neighborhoods. Mm-hmm. I've done in some of the suburban areas of Chicago. So I've done a lot of different tours. You are a paranormal investigator. Right. How long have you been? Probably going on 20 years. Wow. I have to do a paranormal investigation tomorrow. Tomorrow? I'm going to Central Illinois. Where are you going exactly? It's a place called Nightmare on Main Street. Supposedly they have a lab there that studies your nightmares and your dreams. But then they realized that the place was haunted too, so they started offering it to paranormal investigators. What's your favorite haunted place you've ever been? The Congress Hotel. That's the one I've had so many strange experiences at. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, it was built for the World's Fair. I briefly talked about the World's Fair that came to Chicago in 1893. That hotel was built for that World's Fair, to hold all the people they were expecting to come into town for the fair. It's a hotel. It's called an Auditorium Annex Hotel originally. Now, why we think the hotel is so haunted is because of suicides. Okay. There have been many suicides in the hotel. The way you work in the United States is very different from the way we work in France. For example, we don't really use the terms like negative entity and stuff like that. Is it something you personally believe in? Do you feel like you've met that kind of entities? It depends on how you would describe that. There are those that believe like the negative is a demon. Like a demon is a non-living. It never lived. It never walked this earth as a person. Mm-hmm. But it came from like somewhere else, like the depths of, hell or whatever you want to call it. I believe that there are negative spirits, but I think that's based, I don't know if I believe in a demon, like what you'd consider a demon, but I believe there's negative spirits, and that's based on how the person was in their life. If you weren't a good person in life, you probably aren't going to be a good person in death if you haven't like moved on to wherever, we need to go. If you're still stuck somewhere, you're probably going to be the same way you were. Yes. Do you have like something you really like to use, maybe more than the rest? I do like the spirit box, but again, I think all the equipment, it has its positives and its negatives. It's good for some things, other things it's like, yeah. And especially when, I like to use it on the tours because I think the people enjoy using it. But it would probably be for tours 90% entertainment. Because we're out here in it's not a controlled environment. There's so many noises around us, so many things that could set off like a K2 meter, so many things that could distract the ghost box and things that'll come through it, or wind that will move the dowsing rods, things like that. But that being said, there are times when that stuff does things that it's like, oh, wow, I can't really explain that. So you said you've been doing that for 20 years. Mm-hmm. What changed? What do you think changed during those 20 years in the field? I think there's so much more technology around right now. Definitely. Yeah, everybody that I bet you people will come to this investigation tomorrow will have technology devices that I have never seen, or I've only just a little bit heard about. Yeah. And because it seems like every time I do a new one, they come up with something. It does. And it usually has a very fancy name. Right. Like usually. the ghost, blah, 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 talking, right, yes, blah, blah, blah. Exactly, yeah. And you're like, how does it work? We don't know. Yeah, we don't know exactly. Oh, I don't know. How is the city of Chicago with that? Like, are they really open about paranormal? It's about half and half. Okay. Some are, some aren't. Okay. You said you went to the Hall House earlier. They've only recently become more open with it. Before they weren't. But I think it depends on who is like in charge right now. If they're definitely interested in that, they're a little more open to it. When we took the tour, you said something about the fact that France has such an old history, which is not really the case in USA. But do you find that you have an easy access to that history? Do you use history a lot during your investigation? Yeah, I believe that ghosts have to be based on history.
ghost sightings, everything has to be based on history. Because the ghost has to come from somewhere. You can't just be a ghost that's like randomly there. There's usually something that causes that spirit to be there. It could be something as simple as that was their home and they loved their home and they want to stay in their home. Or it could be a violent death that took place there. If you had to give a definition of ghosts for you, what would it be? That's a very good question. And yes, that's a changing question. I think for me, there's probably a couple of parts to what that could be. And if you want to say maybe a ghost and a spirit are different things, then I'd maybe define it that way. Saying that a ghost could be more like that residual energy that you had mentioned. Something that's left over, imprinted in time from maybe a tragic incident or something that happened there. Where the spirit, I think, the spirit has more control over where they are, what they're doing there. Maybe they could be stuck in an environment and not able to get out, but they still have a little more control to answering direct questions, to being able to possibly show themselves, and to be like more in the moment in what's actually going on than the residual thing. So that would be my answer to that. Pour le second ghost tour, Tony nous a emmenés dans un très grand parc qui s'appelle le Lincoln Park et dans lequel il y a beaucoup de légendes, des apparitions, mais aussi, et ça m'a beaucoup surpris, un témoin qui aurait vu Mothman sortir une nuit d'un buisson et disparaître. Ce second tour a aussi été riche en rencontres puisque nous avons eu le plaisir de partager cette soirée avec deux personnes adorables qui travaillent sur le podcast paranormal qui s'appelle The Grave Talks. Nous étions vraiment entre passionnés du sujet et du coup l'ambiance a été vraiment top. Un plus dans ces tours, Tony amène avec lui du matériel et j'ai donc enfin pu essayer les baguettes de sourcier. Il m'a laissé les essayer les 2 soirs d'ailleurs. Alors cet essai m'a juste complètement convaincu que ça n'était pas du tout un outil adéquat et objectif pour enquêter, mais c'était intéressant de pouvoir les tenir en main et les essayer moi-même. Bref, je suis revenue de ce voyage à Chicago complètement déprimée avec l'immense envie de repartir, peut-être ailleurs aux US d'ailleurs, découvrir encore plus de lieux. C'est un tel plaisir de pouvoir partager librement sur ce sujet et de visiter des lieux qui sont fiers des phénomènes paranormaux qui s'y déroulent. Ça change tellement de la France où la communauté est toute petite. Je vous souhaite à tous et à toutes de faire un tel voyage un jour. En tout cas, moi c'est sûr, je repars dès que possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce récit. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer un petit peu de la magie que j'ai absorbée là-bas ou comment je vous ai donné envie d'en découvrir un peu plus sur ces endroits et surtout sur ces légendes. Un immense merci à vous si votre nom apparaît maintenant. Cette chaîne existe grâce à vous. Vous êtes vraiment d'un support immense. Je ne vous remercierai jamais assez. Si vous aussi, vous voulez faire partie du Phantom Gang et recevoir des avantages rien que pour vous, tous les liens sont en description. Allez, j'ai encore beaucoup parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'ai des histoires qui foutent la chair de poule. J'ai une enquête dans un lieu inédit pour Fantôme qui arrive. Abonnez-vous surtout pour ne rien louper. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos fantômes.